7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Richard de 16. Bonjour Maud. Je vois avec tous vos petits papiers étalés sur la table, là, c'est très chou. Ouais, mais j'ai besoin de béquilles pour ma mémoire. Vous allez, attendez, je vous remonte le micro, il n'y a pas de... on parle du Mercosur aujourd'hui. On parle du Mercosur, voilà, le Mercado Común del Sur, donc le marché commun du Sud, qui va, avec un peu de chance, entrer en vigueur dans pas trop longtemps, puisque les participants du G20 qui se tiennent au Brésil les 18 et 19 novembre ont pour ferme intention de parachever l'accord. Alors, parachever l'accord, quand on parle de la Commission européenne et du Mercosur, c'est un peu compliqué. Ça fait 25 ans qu'on le négocie, donc on va le parachever lentement, hein, festina lente. Et parce qu'il y avait eu un coup d'arrêt en 2019, parce que le Brésil était devenu à droite. Donc, on ne pouvait plus commercer. Mais maintenant, le Brésil est repassé à gauche avec le là, donc on peut à nouveau commercer. Et puis, en plus, comme le dit très intelligemment la Commission européenne, on a besoin d'étendre notre influence, on a besoin de sécuriser le lithium, on a besoin de faire en sorte qu'on soit tous plus heureux. Et ça tombe bien, le Mercosur, c'est 700 millions de consommateurs. Et donc, on va leur envoyer des voitures allemandes et ils vont nous envoyer du bœuf brésilien. Alors, on aurait pu leur envoyer des voitures françaises, mais on leur envoie déjà beaucoup de voitures françaises. En fait, on est au maximum de nos capacités. Donc, ça va vraiment pas du tout profiter à l'industrie française et ça va vraiment massacrer l'agriculture française. Alors, et là, les parlementaires se réveillent et ils se disent « Ah bah, c'est pas normal ». Nous tous qu'on a appelé à voter pour l'Union européenne, nous tous qu'on a dit que l'Union européenne disait le bonheur des gens, qu'elle assurait la paix et la prospérité, là, sur ce coup-là, on n'est pas d'accord. Les gens de l'Union européenne, ils disent « Ah oui, mais c'est trop tard, hein, vous nous avez donné un mandat ». Ah oui, mais il faut des clauses miroirs. Mais elles existent déjà. Oui, non, parce que quand même, au Brésil, ils font du bœuf qui est pas bon, ils font des poules qu'elles sont pas bonnes, ils font du maïs, il est mauvais aussi, et donc les députés, ils signent des tribunes. Alors ils signent des tribunes en vrai français, c'est-à-dire c'est tout le monde sauf le RN. Voilà. Donc par exemple, la tribune des députés du Figaro, 4 novembre, 200 députés de LR aux écologistes. Alors, pas le LFI parce qu'ils ne veulent pas se commettre avec les LR, et pas le RN parce que le LR ne veut pas se commettre avec le RN. Et après, ils ont écrit une lettre à Ursula von der Leyen. 600 parlementaires, hein, sauf LFI, le RN et l'UDR de Ciotti, parce que, voilà, cordon sanitaire, le FI, ils sont tout seuls, et le RN, ils sentent mauvais. Et donc, là, ils nous disent des choses absolument incroyables. La quantité de pesticides épandus est de 6 kilos par hectare au Brésil, contre 3,6 kilos en France. Sur le demi-millier de pesticides utilisés au Brésil, 150 sont interdits en Europe. Alors, et l'Union européenne dit « Oui, mais c'est pas grave, on va s'arranger ». Alors qu'un poulet sur 2 consommé en France est déjà importé, l'accord avec le Mercosur prévoit d'ouvrir encore plus la brèche avec un nouveau quota d'importation annuel à droit de douane nul de 180 000 tonnes de volailles brésiliennes. Alors, la volaille brésilienne, il n'y a aucune chance que ce soit bon, hein, parce que ils sont... les poulets sont dopés aux antibiotiques, les bœufs, ils pâturent avec la forêt qui a été déforestée, et le maïs, il est traité à l'atrazine, donc c'est un pesticide aussi. Donc, et les gens disent, c'est pas normal, on va tout changer. Et l'Union européenne dit, c'est trop tard. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait parlé il y a quelques mois. Et le négociateur de l'Union européenne disait, je comprends pas pourquoi Macron, il agite les bras en faisant des moulinets, parce que en fait... tout ce qu'il dit, c'est déjà intégré dans l'accord. Et de toute façon, en fait, on va attendre que les élections européennes soient passées pour faire passer le Mercosur. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Avec l'Union européenne qui dit, mais rassurez-vous, on exagère beaucoup la portée de l'accord. Bien sûr, les agriculteurs français vont manger cher, mais on est prêt à leur octroyer un peu de flouze. Et on va lâcher quelques subventions, ça devrait le faire. Les agriculteurs sont pas du tout d'accord. Ils sont tous prêts à se mobiliser. D'ailleurs, ils sont en train de se mobiliser. Alors, pas les agriculteurs espagnols. Le gouvernement a fait en sorte qu'ils puissent enfin comprendre comment fonctionnaient les aides européennes. Donc là, ils se disent on va avoir de l'argent. Mais alors, par contre, les Polonais, les Belges, là, ils commencent à être pas contents. Mais c'est pas suffisant en fait. Le fait que le peuple soit pas content, ça sert à rien. En fait, il y a qu'aux États-Unis que le peuple y vote. En Union européenne, on est un État fédéral et donc le peuple, il n'a pas droit à parler. La Commission européenne, non élue, est capable de juger toute seule. Alors, elle juge en fonction de plusieurs choses et notamment du mandat qu'on lui a donné. Voilà. Donc, depuis 1999, les 27 pays membres de l'Union européenne ont donné un mandat de négociation à la Commission européenne. Est-ce que la France a remis en cause ce mandat ? Non.
Voilà, la France aurait pu le faire, elle l'a pas fait. Donc Emmanuel Macron dit que bien sûr le Mercosur c'est pas bien. Oui, mais est-ce que vous avez, Monsieur le Président, dénoncé le mandat de la Commission européenne ? Non, vous l'avez pas fait. Est-ce que vous avez rouvert le contenu, la négociation sur le contenu de l'accord ? Non. Franck Riester et Olivier Becht, qui étaient les ministres délégués du commerce extérieur, ont dit qu'il ne fallait pas mettre à la poubelle 20 ans de négociations. Voilà, on peut mettre à la poubelle 20 000 agriculteurs français, mais 20 ans de négociations, ça se fait pas. On est entre gens bien, on est à Bruxelles, voilà, c'est des copains, on les a croisés à la cafette. Bon, alors les agriculteurs, ils sentent un peu le purin, donc on va les laisser là où ils sont. En 2023, Olivier Becht disait qu'il voulait se donner du temps pour finaliser l'accord. Ça tombe bien, c'était pas lui qui était concerné, en fait, puisque c'était la Commission européenne. Mais c'est pas grave, on parle à l'électeur français. Et on pourrait aussi organiser une minorité de blocage. La France peut-elle s'opposer à l'accord ? Oui, une fois les négociations finalisées, lorsque le texte sera présenté devant le Parlement européen, il faudra l'unanimité des États membres, chacun disposant d'un droit de veto. Et la France, dont on connaît le poids incroyable qu'elle pèse dans l'Union européenne, est en train activement de chercher des alliés pour s'opposer à l'accord. Non, pas du tout, en fait. Macron continue à faire cavalier seul en agitant les bras. Et surtout, il y a un truc qui est assez amusant. C'est que la Commission européenne pourrait faire quelque chose qu'on appelle le splitting, c'est-à-dire faire en sorte de découper l'accord en plusieurs morceaux. Et qu'est-ce qui se passe quand je découpe l'accord en plusieurs morceaux ? Je mets d'un côté les sujets importants du Mercosur, la migration, la recherche, l'éducation, la cybercriminalité, parce qu'évidemment, on est dans l'Union européenne, donc on met des grosses couches de trucs qui servent à rien, puis autour d'un cœur. C'est un peu comme les chocolats à la liqueur. Voilà, au milieu, voilà, ça fait mal. Autour, c'est du sucre. Et là, on met de côté la partie commerciale. Et la partie commerciale, si elle est adoptée, elle peut être adoptée à la majorité qualifiée. Le truc qu'aime bien Emmanuel Macron. Emmanuel Macron passe son temps à dire maintenant il nous faut la majorité qualifiée pour aller plus vite et faire en sorte de punir la Hongrie. Là, non, il va réussir à faire punir la France, ce crétin. Dans ce cas, plus de veto, la partie commerciale sera adoptée à la majorité qualifiée, 55% des États membres représentant 65% de la population de l'UE. On est foutu. J'attendais votre chute, j'attendais votre conclusion. Ça fait 25 ans que Depuis 1999. D'accord, ce traité changé, d'accord, très bien. Il finira par être signé, oui ou non, finalement ? Il y a de fortes chances. Oui, voilà. ça va venir et en plusieurs étapes, vraisemblablement. Et en plusieurs étapes, très bien. Ouais. En tout cas, on peut rappeler aussi que la FNSEA a appelé à une mobilisation, justement, alors c'est lié à ça, c'est lié aussi aux revenus misérables que reçoivent les agriculteurs. Donc, cette grève commence lundi. On parlait tout à l'heure en coulisses. Mais oui, chers auditeurs, ces émissions sont préparées. Absolument pas. Des conflits qu'il y avait notamment entre les différents syndicats, FNSEA, coordination rurale, etc. Donc on ne sait pas en fait s'ils feront front commun, si j'ose dire, durant cette mobilisation ou s'il s'agit uniquement pour l'instant d'un appel de la FNSEA. Alors je crois que la coordination rurale et la confédération paysanne, eux aussi, sont vent debout contre le Mercosur. Donc voilà, et d'ailleurs il y a d'autres syndicats agricoles en Europe, notamment en Belgique, qui sont en train d'appeler à manifester. Après ça, voilà, la FNSEA n'a pas exactement les mêmes intérêts ni les mêmes positions idéologiques que la Confédération paysanne ni ceux de la coordination rurale. Voilà, la coordination rurale défend les petits agriculteurs, petits moyens agriculteurs qui n'ont pas non plus envie de verser dans une espèce d'écologie militante. La Confédération paysanne est extrêmement du côté d'une écologie parfois déconnectée des réalités quand on voit l'évolution du marché bio en France. Et la FNSEA est quand même réputée être du côté d'une agriculture assez capitaliste et productiviste. On s'inquiète, le gouvernement s'inquiète surtout d'un retour d'un mouvement social qui prend un peu d'ampleur là, parce qu'il y a pas mal de grèves, il y a la SNCF, les agriculteurs qui se mobilisent, l'aviation, bref. Oui, ceux dont les usines sont en train de fermer aussi. Absolument. Est-ce qu'on peut s'attendre un jour à un retour d'un mouvement gilet jaune ou pas, ou c'est définitivement terminé Je ne sais pas. En fait, avec Emmanuel Macron version 1, donc voilà, il avait Darmanin à sa botte, et donc on pouvait matraquer les Français, les éborgner et leur couper les bras. Là, peut-être que Michel Barnier va avoir une autre gestion de la chose. Voilà. Mais cela dit, je pense que les Français sont carrément traumatisés par la manière dont ils ont été traités. Peut-être qu'ils sont aussi un peu dégoûtés de la politique et qu'ils vont
ne rien faire qui soit de l'ordre de la coalescence, d'une espèce d'agglutination de l'ensemble des mécontentements. Je pense pas qu'il va y avoir une véritable intersectionnalité des luttes. Oui, c'est fini, ça. Voilà. Donc, oui, je ne crois pas. Ou au prochain D'autant gouvernement, que quand même. ceux qui appellent à la lutte sont malgré tout des partis politiques et que ces partis sont totalement décrédibilisés, quels qu'ils soient, même le RN, vis-à-vis de l'électeur. Et donc, je pense qu'il y aura plutôt des choses sporadiques. Voilà, Mais il y a beaucoup moins d'opposition politique aujourd'hui. Enfin, il y a une opposition de discours, de débat éventuellement, mais aujourd'hui, tout le monde veut plaire au système, comme on dit. C'était d'ailleurs l'échange un petit peu houleux entre Pascal Praud et Jordan Bardella hier, je crois. Mais en fait, vous voulez plaire à tout le monde. Vous dites que vous n'êtes pas d'extrême droite, vous voulez plaire à tout le monde. Vous ne vous opposez plus frontalement à certains sujets parce que vous voulez plaire à tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça ? En tout cas, oui, Jordan Bardella tient absolument à dépasser le clivage droite-gauche. Et d'abord, je crois que le RN est un peu tout seul à vouloir le dépasser parce que les autres ont bien manifesté au moment des dernières élections législatives que le RN était dans son coin et qu'on entendait bien l'y maintenir. Et par ailleurs, je comprends pas ce que ça veut dire dépasser le clivage droite-gauche. Est-ce que ça veut dire qu'on est autant pour l'égalité que pour la liberté, ou est-ce qu'on est pour les libertés contre l'égalité ? Est-ce qu'on est prêt à lutter contre la financiarisation de l'économie, qui est en fait un combat de droite, contrairement à la gauche qui l'a toujours favorisé ? Voilà, donc non, Jordan Bardella devrait plutôt clairement expliquer qu'il est de droite et se souvenir qu'en fait, dans le nom de son parti, il y a rassemblement et qu'il y a quand même plus de chances qu'il rassemble les gens de droite que les gens de la NFP, du NFP, pardon. Oh, faut tenter, hein. Ouais, sur un malentendu, comme disait Jean-Claude Duss, voilà. Bon, bien, merci beaucoup Richard de Sèze pour ce petit échange matinal. Merci Maud.